Nous allons donc parler d'un sujet qui a été nommé candolisme et qu'on pourrait aussi nommer cuckold. On va voir, on n'est pas forcément d'accord nous deux. Moi je pense que c'est à peu près la même chose dans les grandes lignes pour les gens, mais certaines personnes, dont Maïzena se fera comme à chaque fois l'avocate, cherchent à y mettre de la nuance, à savoir que les deux mots sur Twitch sont interdits. C'est pour ça qu'ils sont écrits de telle sorte dans le titre de stream, parce que ce sont, selon Twitch, des insultes. Parce que, on va le voir, mais ça fait partie des choses associées, des clichés. C'est pas une pratique qui est associée à quelque chose de valorisant dans un monde aussi patriarcal que le nôtre. Et pourtant, peut-être parce que le monde est aussi patriarcal, c'est peut-être parce que le monde est aussi patriarcal que cette pratique existe précisément. Du coup, donc le candolisme, ça désigne la pratique sexuelle où l'on partage sa partenaire avec un autre ou plusieurs autres personnes, à différencier du coup de l'échangisme, parce que dans l'échangisme, il y a vraiment ce concept de réciprocité, c'est le couple qui s'échange, quoi. Alors que... Je te prête madame, tu me prêtes madame. C'est ça. Là, c'est je te prête madame. C'est ça. Et tu me prêtes personne parce que t'es tout seul. Et donc ça reposerait sur le principe de compersion, oui. Donc, qui est un concept, je pense, qui doit bien être connu des polyamoureux, puisque tiré du milieu un peu polyamoureux, quand on aime voir son partenaire épanoui, avoir du plaisir avec d'autres personnes, quoi. Quand ça fait plaisir de voir l'autre avoir du plaisir. Alors en français, on parle de candolisme, ce qui est une chose qui n'est pas forcément systématique dans d'autres langues, hein, c'est quelque chose de culturel. Pourquoi candolisme ? Eh bien, ça vient du roi Candole. Alors je vous la fais courte, je vous fais le résumé de l'histoire qui est sur Wikipédia. En gros, Candole était un roi semi-mythologique grec qui trouvait sa femme très belle, il en parlait à tout le monde, il trouvait que sa femme était plus belle que toutes les autres femmes. Du coup, il vantait sa beauté auprès de Gygès, qui était un de ses officiers. Il disait: elle est belle ma femme, regarde ma femme, va voir ma femme, elle est très belle. Et lui, il n'avait pas le droit de la voir. Il se trouve que il va quand même la voir au moment où elle se couche. Elle ne le sait pas. Elle le surprend, elle fait comme si elle n'avait rien vu. Et du coup, comme elle se sent trahie, elle demande à Gygès de tuer Candole pour le prendre, lui, Gygès, à la place comme époux et monter sur le trône avec lui. Donc en fait, dans l'histoire mythologique, ce que cherche Candole, ce n'est pas à partager sexuellement sa femme, c'est à montrer, à l'exhiber parce qu'elle est belle. Alors que, bon, voilà, donc c'est de là d'où vient le mot candolisme, qui effectivement ne désigne pas la pratique d'exhiber sa partenaire, mais bien de la voir prendre du plaisir avec un autre. Ça va au-delà de l'exhibition, même si ça inclut peut-être un peu cette dimension. Et du coup, cuckold, ça vient de cuckoo, qui est en fait le coucou, parce que le coucou est un oiseau qui pond dans l'œuf d'autres... Dans le nid. Dans le nid, d'autres oiseaux. Et donc du coup, l'enfant est élevé comme si c'était l'enfant de ce couple, alors qu'en fait, dans le secret, c'est l'enfant d'un autre couple, d'où le mot cocu. Donc c'est en fait, dans la dimension anglaise, dans la dimension imaginaire, c'est vraiment l'idée que tu te retrouves à élever l'enfant d'un autre. C'est vraiment le côté ignorant, alors que dans vraiment, concrètement, les définitions qu'on a pu voir de candolisme, il y a quand même un aspect... consenti des deux parties, alors que le côté cuckold, dans certains scénarios qu'on peut voir notamment dans le porno, il va plus... Alors sans dire que c'est pas consenti non plus. Hein. On va en reparler juste après. Ça va pas jusque là, mais en tout cas, il y a ce côté ignorant, d'humiliation, tout ça, qui serait pas forcément obligatoire dans le candolisme. Ouais, dans l'imaginaire que le mot renvoie en français, renvoie sur quelque chose de l'homme est proactif. Alors que dans l'imaginaire anglais, l'homme est plutôt passif de la situation. Pour autant, les deux mots sont, on sera peut-être pas d'accord, pour moi désignent la même chose, ne font pas appel exactement au même imaginaire pour des raisons culturelles, mais in fine désignent à peu près la même chose. Ces mots sont utilisés par les personnes qui cherchent la même chose, à peu près, dans une espèce de grande bassine, même si sur Wikipédia en français, vous trouverez dans l'article français qu'il faut distinguer le candolisme du cuckolding, donc le terme anglais, où le cuckolding serait nécessairement, par nécessité, quelque chose incluant de la domination, de l'ignorance ou de l'humiliation, là où, moi honnêtement, j'y vois vraiment le besoin de vouloir distinguer un apport de l'anglais, un emprunt du mot français tel qu'il existe déjà, pour distinguer vraiment dans l'extrême nuance, là où en réalité du candolisme ça peut aussi se passer dans une composante BDSM, et où pour moi le cuckold,
tel qu'il a l'air d'être, en tout cas sur certains forums où je suis allé lire, exempté de cette dimension. Donc les deux ont l'air quand même de se regrouper, mais est-ce que tu seras d'accord? Peut-être pas. On pourrait presque dire qu'en fait, quand on pense au candolisme, c'est peut-être plus avec la vision du... Parce que je pense qu'on... Dans la grande majorité des cas, c'est beaucoup représenté dans un couple hétérosexuel où du coup, bah voilà, ça va être le mec en fait qui va chercher à partager sa femme, alors que dans le cuckolding, c'est peut-être plus un côté female empowerment de la nana du coup qui va plutôt prendre son plaisir, d'aller chercher son plaisir ailleurs, tout en ayant un peu la complicité, pas vraiment de son partenaire. Et là, il y a un autre mot en anglais qui est utilisé pour plus précisément être ce côté-là, qui est le hot wifing, je vais en parler juste après, où c'est la femme, elle est libre et indépendante d'avoir des relations sexuelles avec tous les hommes qu'elle veut. Vous savez, c'est un couple ouvert en gros, mais que d'un des côtés. Et où elle est en pleine possession de ça, en pleine indépendance de ça, et vraiment totalement empowerée, voilà, empouvoirée. En anglais, le troyolisme, c'est vraiment quand un partenaire prête... Enfin, c'est du candolisme en fait, c'est quand un partenaire prête son partenaire. Mais justement, dans le papier que je lisais, il disait que dans la majorité des cas, en fait, des quelques études qui ont été faites, ils confondent le terme cuckolding et troyolisme. Alors que selon eux, ils ont tout un tas de définitions pour expliquer vraiment le côté, le troyolisme, donc le candolisme, serait plutôt quelque chose, vraiment une expérience de couple, que ce soit avant, pendant ou après. L'important c'est le couple, que cette expérience peut apporter au couple. Alors que le cuckolding, il y a vraiment le côté domination, soumission, BDSM, tout ça. Et du coup, c'est quand même pas autant axé. Les deux partenaires, en fait, qui ont choisi ensemble, en fait, de créer une expérience que ce soit de threesome ou avec plusieurs personnes. Alors que vraiment, le cuckold, il y a vraiment ce côté... Il y a une des deux personnes qui est pas vraiment au courant qu'il va se passer ça, quoi. C'est un peu, je te mets sur le fait accompli de, voilà, t'as telle personne et il va falloir que tu fasses ça avec, quoi. Moi, mon avis là-dessus, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup d'études sur le sujet. Ah non, il y a clairement, un peu ils disent, statistique. hein. Il y a un peu statistique. Et donc, comme dans tous les papiers, et dans tous les domaines où tout est à faire, il y a plusieurs mots qui gravitent et où tu as un peu envie de les enfermer dans des catégories sémantiques, là où en réalité ces mots sont plutôt flottants. Et donc je pense que pour la plupart des gens, en France, candolisme, cuckold, c'est pareil. Plus ou moins BDSM selon les personnes. Et que le plan A3 ou le triolisme, en français pour beaucoup de gens, c'est à part. Parce que ça implique une réciprocité, c'est-à-dire que les trois personnes participent, on va dire, pas sur un niveau d'égalité, mais en tout cas sur un plan, sur le même plan. Là où dans le candolisme, il y a vraiment la dimension de partager son partenaire, voir son partenaire avoir des relations avec quelqu'un d'autre. En gros, il y a trois grandes familles, je pense, de fonctionnement. Il y a... T'es physiquement présent. Voilà, tu prêtes ta partenaire et t'es physiquement présent. Tu participes ou tu regardes. Il y a le t'es physiquement absent. C'est-à-dire, mais tout a été négocié, établi à l'avance, mais tu demandes à ton partenaire d'aller voir quelqu'un ailleurs et tu n'es pas forcément présent, ou en tout cas pas tout à fait. Tu peux être tenu au courant avant, après, ça peut être dans une forme de rituel ou non. Donc c'est quand même dans une construction globale commune, mais tu n'es pas là. Et puis il y a le côté un peu soit un peu passif, même un peu trouble des fois. En fait, la femme, elle est complètement libre d'avoir d'autres petits amis, dans le cas d'un homme qui partagerait, c'est quand même souvent un homme qui demande, qui a ce fantasme. La relation n'est pas que sexuelle, elle peut aussi être sentimentale, et donc on est sur vraiment quelque chose qui peut vraiment flirter avec le polyamour, le couple libre, ou le trouble, ou ce genre de choses. Sans aller plus loin, je te propose qu'on fasse un sondage. Donc, qui aurait envie de partager son ou sa partenaire? Je te laisse lire les résultats si tu veux t'en charger. Il y a 54% qui ne voudraient pas partager son ou sa partenaire. Mais du coup, un peu comme tu as prévu, quasiment autant de gens qui ont voulu, en tout cas qui ont envie et qui ont déjà partagé son ou sa partenaire. On a 25% 25 et 21
a déjà fait. Non, voudrait, et 21% de gens a déjà fait. Ce qui est quand même assez significatif. Hein. Bande de gens libéraux, aux mœurs légères, évidemment, bien sûr. Alors j'ai noté que c'est une pratique culturelle qui a déjà existé, qui a déjà été codifiée, notamment le principe de la schisisbe, ou chevalier servant, qui est un noble dans la noblesse italienne du XVIIIe siècle, qui accompagnait officiellement une dame mariée au grand jour, notamment dans les couples où les femmes étaient souvent mariées très jeunes à des hommes très vieux, et où cet homme très vieux, du coup, consentait à ce qu'il y ait un troisième homme dans la dynamique, notamment pour s'occuper de madame, quand il est là ou quand il n'est pas là, ce qui a très largement contribué à la renommée des Italiens sur le plan de la sexualité libre, etc., légère. Alors il y a effectivement, vous avez peut-être même vous connu des gens qui étaient dans une dynamique où une troisième personne pouvait éventuellement être là, devant au grand jour ou pas au grand jour. On a pas mal de gens qui ont eu ce fantasme aussi de stars. J'ai été voir un peu sur Reddit, il y a pas mal de noms qui circulent sur des gens qui auraient eu ce fantasme ou des stars qui auraient été de ce type. Toi, tu m'as trouvé le nom de Dali, qui aurait Mais en fait, client. De ce que j'ai lu, ce serait surtout en fait Gala, donc je crois que c'est comme ça que s'appelle sa femme, qui à la base, en fait, elle était, je sais pas, mariée ou fiancée avec Paul Éluard, qu'elle avait déjà un peu une relation, en tout cas, presque un couple libre avec entre Paul Éluard, elle et Max Ernst, je sais jamais comment ça se prononce. Et ensuite, quand elle a rencontré Dali, lui, en fait, il a continué un peu son délire candoliste, mais où du coup là, apparemment, c'est peut-être plus Gala qui avait le fantasme de elle d'aller voir d'autres personnes. Parce que Dali, je suis pas sûr qu'il y avait de précédent, alors que elle, pour le coup, oui. C'est un peu ce qu'on recoupait, ce que j'ai pas regardé pour l'émission, mais effectivement, la plupart des gens qui ont cette pratique-là sont des gens qui l'ont déjà pratiqué dans un couple précédent, dans une histoire précédente. C'est ça. Et ça pour des raisons statistiques, je pense aussi. Hein. Alors, les clichés sur le candolisme, encore une fois, d'un aspect sous l'angle hétérosexuel et masculin, parce que c'est encore une fois c'est souvent ça le fantasme et la dynamique. Alors le premier cliché, ça va être un homme impuissant, extrêmement prégnant dans le porno. L'homme est incapable de donner du plaisir à sa femme, il en est incapable pour plein de raisons, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est plus assez beau, parce qu'il est plus assez viril, parce qu'il gagne plus assez d'argent. En gros, il a perdu son rôle social d'homme. Et alors il doit donc négocier avec sa femme, ou ne pas négocier, ou elle négocie d'ailleurs, plutôt elle d'ailleurs qui négocie avec lui, le fait de le remplacer tout en le gardant. En gros, pour que quelqu'un vienne s'occuper de lui à sa place, et c'est quelqu'un évidemment qui est un avatar de la virilité, souvent un homme giga baraque, jeune, musclé, noir dans le porno américain. Et le mari est obligé d'accepter pour ne pas perdre sa femme, voilà, pour globalement sauver les meubles. Hein. C'est donc un peu une infidélité négociée. Ça, c'est vraiment le cliché le plus évident de la dynamique. On va le voir après qui est pas très vrai sur ce qui se passe quand vous allez lire les forums. Ça correspond pas vraiment, ça perd de correspondre vraiment à la réalité. Mais c'est en tout cas vraiment l'essentiel du porno, c'est ça. Du coup, le deuxième cliché, c'est l'homme indifférent, où là, ça va plutôt être le type d'homme où il en a un peu rien à foutre de sa nana, et du coup, en fait, qu'elle aille voir d'autres gens, ça lui pose pas plus de problèmes que ça, parce que potentiellement, il l'aime pas vraiment, quoi. Et donc, c'est une dynamique dans laquelle on va remettre en question le fait que ce couple-là soit vraiment solide, soit vraiment s'aime vraiment, parce que si ça c'est possible, c'est qu'en fait ils ne tiennent pas vraiment l'un à l'autre, et un peu les pauvres, quoi. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le porno, mais c'est un jugement qui est assez courant des gens. C'est un peu comme ça que ça représente beaucoup de gens, ce genre de dynamique de l'extérieur. Après, pour le coup, si je devais penser à je suis réalisatrice de films porno, le côté homme indifférent, du coup, vu qu'il est même pas obligé d'être là, en fait, tu peux scénariser ça très facilement. Oui. Juste, tu fais dire 3 phrases à la meuf. Mon copain, il est encore pas là, il est encore resté au travail toute la nuit. Du coup, je vais aller me satisfaire avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi l'homme qui est du coup complètement soumis et castré. Alors c'est pas nécessairement que l'homme impuissant, mais c'est vraiment le côté la femme qui oblige son mari à être humilié contre sa propre volonté. Lui, potentiellement, il est masochiste, ou alors il aime pas, il a pas envie d'être là, il pleure, il va pas bien. C'est aussi une trend, clairement, dans le porno professionnel. Et c'est aussi un peu comme ça que se représentent parfois les gens, le candolisme, hein.
Oui, c'est comme ça que les gens se le représentent, et surtout notamment les gens qui, eux, pensent être des hommes virils, il te faut une femme, la même pour la vie, c'est à toi de la tromper, c'est pas à elle de te tromper, c'est toi le mec à la maison. Eux, ils s'imaginent que les hommes candolistes, potentiellement, sont comme ça. Et donc, en gros, quelque part, Pas une la femme est position castratrice. à envouer, quoi. Voilà, la femme est castratrice, elle te manipule pour obtenir ce genre de choses, alors que le pauvre gars, tu vois. D'ailleurs, ça vient de là, probablement, un peu de ce cliché, que c'est utilisé péjorativement, donc les mots cuck, cando, candoliste, etc. Je suis tombé sur des trucs de Henri Delesquin, ou des trucs d'extrême droite, où c'est une insulte utilisée, enfin, c'est utilisé comme insulte par des gens de l'extrême droite, parce que du coup ça te renvoie à un homme du coup qui n'est pas viril, qui n'a pas d'amour propre, qui est prêt à tout pour se compromettre, un peu woke, mais en même temps qui se fait avoir et qui s'en rend pas compte. Maintenant, ce qui est souvent plutôt vrai, alors souvent par statistique, ou alors ce qu'on peut en dégager des différentes discussions qu'on peut lire sur les forums. Quand même assez masculin comme. C'est un fantasme qui demeure malgré tout effectivement très masculin. Pas que, mais quand même. Je crois que c'est quasiment 2 hommes pour une femme qui manifestent ce fantasme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, que vraiment ce cliché de la femme qui met le grappin sur les hommes et qui les manipule pour pouvoir aller voir ailleurs devant eux parce que tellement ils se font bouffer le cerveau, en fait les femmes sont plutôt réticentes. Vraiment, post typique de forum sur Reddit, c'est oui bonjour, je suis très attiré par ce fantasme, mais ma femme ne veut pas. Pourtant je ne comprends pas, je lui propose d'avoir plein de pénis. Et les femmes ça aime les pénis, et pourtant elle veut pas. Je ne comprends pas. Pourtant, ça me ferait plaisir et je suis sûr que ça lui ferait plaisir. En fait, non, parce qu'en fait, malgré tout, ça t'ouvre quand même une boîte de Pandore quand tu te lances là-dedans. C'est pas anodin. Comme non. Puis en tant que femme, j'imagine que tu peux aussi avoir peur de te dire ça va tout changer entre nous. Et si je prends plus de plaisir avec lui qu'avec mon partenaire, comment on le gère après? Quelle tournure ça peut prendre? Et s'il le vit mal, est-ce qu'il va me le faire payer? Et puis, est-ce que je vais être en confiance? Est-ce que je vais être en confiance avec cette personne que je ne connais pas? Tout ça, ça rentre en compte, évidemment. Même par rapport à ce que tu me disais des forums Reddit et tout, t'as aussi quand même pas mal de situations où au final, en fait, le mec, il est plutôt naïf à l'idée que ça va bien se passer et en fait, il se retrouve tout seul parce que sa nana, elle est partie avec... Alors oui, on va en hein. parler juste après. Mais effectivement, c'est un mauvais bail d'essayer de pousser ta femme, un peu par manipulation d'ailleurs, à coucher avec quelqu'un que tu connais et qu'elle connaît. C'est quand même le meilleur moyen que ce soit pas que sexuel et ça finisse par être sentimental aussi. Et où tu te retrouves comme un con sur la paille. On est plutôt sur un scénario où si jamais vous l'avez mis en place, si jamais vous l'avez fait, et vous pouvez confirmer ou pas, a priori il faut plutôt avoir confiance en soi et confiance dans son partenaire plutôt que le contraire. Donc ça va vraiment contre le cliché de tu le fais malgré toi, contre toi, parce que tu as envie de garder ton rôle et tu sais pas ce qui peut se passer, etc. Non, c'est plutôt des trucs où t'en as beaucoup parlé avant, t'as confiance, et c'est parce que t'as confiance que ça arrive. Ah oui, non, c'est pas le genre de choses que tu te réveilles un matin et tu dis bon allez chérie, on va faire ça ce soir. Hein. Et pas que ça n'arrive pas, mais bon. Oui, mais bon, faut... à un moment donné, après, il faut aussi s'armer correctement. Pas mal de gens ont l'air quand même d'avoir découvert ce fantasme après avoir été trompés malgré tout. Ça, c'est plutôt vrai. Donc en gros, la tromperie te pousse à trouver une stratégie de couple, de fantasme dans lesquels en fait tu trouves ton compte en fait en contrôlant ce que devient cette tromperie. Ça peut jouer. Ça veut pas dire que c'est forcément le cas pour tout le monde. Pour finir la liste de ce qui est souvent le cas, oui, donc du coup en fait au contraire ça peut être dans une démarche virile, une démarche l'homme d'appartenance, de possession de sa femme, et donc le fait de l'exhiber et la faire être utilisée par quelqu'un devant lui. Ça peut tout à fait en fait rentrer dans ce cadre aussi. Ce qu'on peut noter de ce que j'ai pu trouver dans les rares sujets, les rares études ou les rares statistiques, c'est que les pratiquants du candolisme sont plus épanouis en moyenne que les autres. Voilà, une sexualité vanilla. Et c'est un fantasme somme toute répandu. Alors, sur des statistiques françaises que j'ai trouvées, à prendre avec des pincettes, on serait sur 17% des 36-50 ans qui seraient intéressés. C'est plus que le voyeurisme, c'est à peu près autant que l'exhibe, et c'est un fantasme en expansion. Aux USA, j'ai trouvé jusqu'à la moitié des hommes hétéros qui ont déjà été attirés par ça, et 25% des femmes. Et c'est un fantasme qui serait d'autant plus répandu chez les hommes non hétérosexuels, qu'ils soient bisexuels ou gays, où là c'est vraiment une forte corrélation entre cette pratique-là et la non-hétérosexualité stricto sensu. Ouais, c'est beaucoup. Alors nous, vous le savez, on a déjà beaucoup parlé ici, on fréquente le milieu libertin, nous. Et en vrai, c'est presque banal. C'est pas que c'est banal en milieu libertin, mais le nombre de fois où on a entendu des hommes nous dire qu'ils voulaient partager leur meuf, c'est vraiment très très souvent arrivé. Bah, en fait, je trouve qu'une fois que tu commences à creuser le milieu un peu candoliste et quand tu commences un peu à regarder aussi le cuckolding et tout,
En fait, ça a l'air d'être un fantasme extrêmement répandu. Je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, vu la société patriarcale dans laquelle on vit fait que c'est un peu le côté, j'ai envie de dire, de rébellion, mais... Je sais pas si c'est un côté rébellion, d'un côté de un peu sortir de cette norme-là, et aussi d'ailleurs tu peux en tirer une forme de supériorité morale. De nous on a fait ça, on est solide, on était content, je sais pas. Pas bête la question. En gros, est-ce qu'on est plus épanoui quand on pratique le candolisme ou est-ce qu'on se sent plus à l'aise de le pratiquer quand on est plus épanoui? C'est un peu quid de l'œuf ou de la poule, mais en fait, il y a aussi, je pense, c'est les deux. Quand t'as franchi le pas et que tu l'as fait et que tu vois qu'en fait tout va mieux, potentiellement. Alors nous, ce dont on peut se rendre compte en parlant avec les gens autour de nous dans le milieu libertin, quand tu franchis une nouvelle étape et que ça s'est passé correctement, que ce soit quoi que tu fasses, ça augmente ta communication, ta confiance en toi, ta complicité avec ta partenaire et ton nombre de relations sexuelles avec ta partenaire, globalement. En tout cas, pour ceux pour qui ça s'est bien passé. Pour ceux pour qui ça s'est bien passé. Ça a tendance à. Après, je pense que c'est comme tout. Si t'es dans un couple et tu trouves un truc qui fonctionne bien entre vous, oui, il y a plus de chances que ça te rende plus épanoui dans ton couple et que ça apporte que du positif. Mais après, c'est sûr que si jamais l'expérience s'est pas bien passée, oui, il y a plus de chances que ça finisse en divorce ou autre, quoi. Mais parce que je pense que comme tout, il faut, comme tu disais, Ornéon, il faut quand même être dans une certaine, je sais pas comment dire, mais une certaine confiance et un certain stade pour déjà oser pratiquer le candolisme et en plus en tirer une bonne expérience. Donc c'est sûr que l'un vient un peu avec l'autre. En tout cas, ce qui a l'air d'être sûr, c'est que c'est une trend du porno qui est en pleine expansion, en pleine explosion, et que 3/4 des gens qui ont testé a priori le candolisme avaient déjà testé le club libertin avant. Donc ce milieu un peu social. Alors comment est-ce qu'on peut s'y mettre au candolisme pour ceux qui ont envie, ceux qui voudraient avoir envie? Pour surtout toi, comment Kevin, au fond de la classe. Voilà, et surtout comment ne pas s'y mettre aussi. Alors, la première chose, discuter. Déjà c'est en parler entre vous. Ouais. Si vous avez ce fantasme, parlez-en à votre partenaire si vous pensez qu'en tout cas vous ne serez pas jugé. Comme disait, je sais plus du tout c'était quelle personne dans le chat qui disait ça au début, mais c'est vrai que ne serait-ce que discuter de savoir est-ce que ce serait plutôt le côté humiliation ou est-ce que ce serait plutôt juste le côté partage et épanouissement. Et le dire, alors je sais, moi, c'est facile à dire parce qu'en fait, c'est des discussions que j'aurais jamais pu avoir avec mon ex, moi, clairement. Si j'avais dit par exemple j'ai envie de te partager avec un autre homme, ça aurait été beaucoup de remises en question sur oui mais ça veut dire que tu m'aimes pas, blablabla, et que machin, et qu'on n'est pas un vrai couple, etc. Donc voilà, bon ça dépend aussi dans quel schéma vous êtes de couple, et avec qui et dans quelle mentalité. Voilà. Si vous êtes dans un couple dans lequel la discussion est possible, et dans lequel la discussion est ouverte, discuter tout d'abord est la première étape, assez librement, petit à petit. Puis ça peut aussi être... vous pouvez en discuter pendant les ébats. C'est toujours un bon moyen, moi je trouve, de savoir en fait, puisque on est vraiment dans un moment où concrètement l'excitation est à son comble. Ah ouais. Du coup, ça peut aussi aider à délier un peu les langues, de savoir, qu'est-ce que... Ah voilà, est-ce que ça excite plus? Est-ce que ça fait venir à l'orgasme plus vite? Si oui, peut-être que... Au contraire, est-ce que ça... Ouais, est-ce que ça te fait sortir du truc? Est-ce que ça te... Souvent, c'est un bon indicateur, ça, quand même. Et en vrai, pour toutes les pratiques, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est ça, c'est de pas hésiter à utiliser juste d'évoquer des scénarios et voir comment le partenaire réagit en face. Et en fonction de la réaction, savoir c'est peut-être quelque chose qui va lui plaire ou au contraire c'est peut-être quelque chose qu'il faut peut-être pas trop aborder non plus, quoi. C'est un peu le double aveugle. D'abord t'en discutes sans l'excitation, t'en discutes avec l'excitation et tu fais un contrôle qualité ensuite. C'est ça. Parce qu'après on peut aussi penser que ça peut être pour nous et en fait une fois devant le fait accompli, pas incroyable. Comme autre conseil aussi, et je pense même presque le plus important, de pas faire ça avec un proche où on choisit Dorian. Très mauvaise idée. Voilà, les genres de trucs, tu choisis pas le gars que tu vois 4 fois par semaine et qui vient bouffer chez toi tous les midis. Ça peut vite partir en eau de boudin, si je peux me permettre. Là c'est sûr que je finis avec Dorian et ciao monté. Hein. Ah bon? Il est si mieux que moi? C'est quoi ces histoires? Non, c'était pour prendre justement le côté catastrophique. Oui, prenez pas un proche à vous, prenez pas déjà un membre de votre famille. Sur toi, Dorian, évidemment. Un membre de votre famille, c'est mauvais bail. Un pote, en fait, si jamais ça se passe... Alors déjà, si ça se passe mal, votre pote, vous savez plus le regarder pareil.
Votre meuf non plus, et tous les En trois vrai, ensemble, même ça si devient ça se bizarre. passe bien, forcément, ça change quand même la relation. Du coup, c'est particulier, quoi. Et si ça se passe bien, c'est d'autres problèmes. Non, mais prenez pas un ami à vous, prenez pas votre meilleur pote d'enfance. Oui, vous avez confiance. Alors, c'est vrai que c'est le problème de comment trouver une bonne personne. Les personnes en qui vous avez confiance, c'est vos proches. Et le risque est gros, le risque d'attachement émotionnel est gros. Par contre, les gens que vous ne connaissez pas, comment faire pour savoir que vous allez tomber sur quelqu'un de correct, qui respecte ce que vous voulez, qui respecte vos envies, qui sera propre, disponible, à l'écoute, etc. C'est vraiment... C'est important. Hein. Il y a des sites dédiés pour et ça. Même d'un point de vue comment on parle en français, d'un point de vue pratique à risque aussi, pas prendre n'importe qui, parce que même si c'est quand même mieux que les rapports soient protégés, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui est plutôt safe de ce côté-là que quelqu'un qui est un peu limite quoi, évidemment. Mais ça c'est avec n'importe quelle pour n'importe quelle pratique qui inclut d'autres personnes. De toute façon. Ensuite, commencer petit à petit, peut-être pas le gangbang premier jour. Mais c'est pour ça que vraiment je trouve que le fait d'en parler pendant des ébats, c'est la meilleure, on va dire, première étape, parce que c'est un moyen de quand même confronter la chose tout en restant dans le cadre intimiste du couple, mais de pouvoir voir sans trop de conséquences si ça peut plutôt améliorer la chose ou au contraire, parce que je pense que si pendant un rapport vous vous dites bon allez on va tester, je vais te dire des trucs, on va dire dans un contexte candoliste ou quoi, si la personne ça la sort du truc, bon c'est pas grave, ça aura un peu niqué ce rapport là, mais c'est pas, on va juste attendre le prochain pour remettre le compteur à zéro, on va dire. Bien sûr, il y a plein de vidéos porno amateurs qui vous y aideront, vous en doutez, bien sûr. C'est pour ça aussi que le porno, c'est pas... Mais le porno amateur, c'est blindé de ce genre de trucs, aussi, de couples en fait qui font du porno entre eux et où ils discutent, où ils montrent, où ils font même des FAQ. Après, ça je sais, en vrai, alors ça sera probablement jamais possible, mais je pense à ça parce que je regardais ces stories aujourd'hui, mais Léo Lulu, je sais pas si vous connaissez le couple du coup extrêmement connu sur Pornhub d'amateurs. Là, dans ses stories, elle faisait une foire aux questions et quelqu'un demandait justement, c'est pas dur de partager ton partenaire avec d'autres personnes et tout. Et en fait, elle disait que déjà, c'est eux, ils le font en plus dans un contexte, c'est leur métier. Donc, c'est très amateur. Oui, voilà. Mais que de toute façon, le côté aimer voir ton partenaire prendre du plaisir, que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre, c'est extrêmement gratifiant et c'est ça qui ont l'air de leur plaire dans le principe, quoi. Et puis une fois que vous avez fait votre première étape, quelle qu'elle soit, vous en discutez beaucoup pour comprendre ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, ce qui a été, ce qui n'a pas été, se rassurer aussi. C'est un bon moyen de se rassurer, un bon moment pour se rassurer, et c'est important, je pense, comme dans toute pratique sexuelle de toute façon, parce qu'en fait ce qu'on dit c'est applicable à toute pratique sexuelle en réalité. Mais bon, il fallait bien qu'on... Sauf le côté trouver un partenaire, parce que ça, il y a plein de pratiques sexuelles qui ne nécessitent pas particulièrement ça, mais sinon tout le reste, c'est ce qu'on dit ici tout le temps concernant tout un tas de choses.